Voilà, donc je suis maître de conférence à l'Université des Antilles et je vais présenter le changement climatique en contexte insulaire caribéen. Et je vais commencer par une première planche qui résume un peu le projet que nous avions eu qui s'appelait Conséquences du changement climatique aux Antilles françaises, C3F, que vous pouvez taper sur vos moteurs de recherche. Et sur ça, les choses qui sont importantes en termes d'enjeux, c'est une augmentation de la population de 76%, donc c'est sur le côté gauche là, où on est passé de 1954 à 2016 de 223 000 à 394 000 habitants, bien que maintenant on soit en déclin. On a une évolution aussi de la surface urbaine, puisqu'on a une augmentation près de 700%. On a 10% de la population qui vit à moins de 10 mètres d'altitude, la population guadeloupéenne. On a 150 km de traits de côte en érosion. Alors, le pointeur? Ah, c'est au milieu. OK. Ah non, même pas. Ah oui, là, c'est bon. Même pas sur l'écran. Et donc, en fait, cette slide-là, en fait, récapitule les travaux que nous avons menés. Et nous avons mené ces travaux-là, bien évidemment, avec Météo France, avec le BRGM, et puis avec des géographes, parce que c'était une possibilité de faire ce qu'on appelle un travail multidisciplinaire, puisque nous touchons maintenant à des sciences qui sont aussi bien des sciences exactes que des sciences humaines. Ah, c'est par là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais prendre un peu une dizaine de minutes de votre temps pour poser 3 questions. On fera toujours par un triptyque de 3 en fait. Quelle est notre analyse historique et quelles sont les conséquences avec une analyse approfondie? Que disent les projections climatiques? C'est-à-dire qu'on se projette dans le futur et on met un scénario socio-économique. Et puis, quelle stratégie, puisqu'on est dans une journée éco-innovation. Pourquoi? Parce que il faut créer ce que j'appelle un consensus local. Il faut partager nos connaissances et rencontrer d'autres milieux, d'autres systèmes de savoir et d'expertise. Par là. Alors nous, ce qu'on sait faire au large, donc le large, c'est le laboratoire de recherche en géosciences et énergie à l'université. On a déjà travaillé sur les problématiques de tendance climatique, bien évidemment dans les petites Antilles. Donc j'ai fait ça dans les années 2020 avec Marc Jury, qui est un collègue de l'université de Mayagüez à Porto Rico. On a travaillé aussi sur des outils, d'intelligence artificielle et de classification pour déterminer des régimes de pluie. On a travaillé aussi sur le comportement, sur la détection des courants qui amènent et qui font les échouements de sargasses sur nos littoraux à la grande échelle, avec bien évidemment des collègues Biaviani, CC, qui sont à l'université. On dispose d'un code numérique météorologique pour rejouer des situations particulières avec des impacts cycloniques. Par exemple, en 2017, le retour d'expérience d'Irma nous a montré, en fait, quand on est allé sur le terrain, qu'il y avait des zones particulières où les impacts étaient beaucoup plus élevés. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur même du tourbillon cyclonique, pouvait exister d'autres micro-tourbillons avec des impacts au sol différents selon la localisation. Et puis aussi, on travaille sur les grandes Antilles maintenant pour déterminer des régimes de précipitation en Haïti. Et tout ça, ça va être publié là en 2026. Donc ça a déjà été publié. Et là maintenant, on ouvre les portes. Et donc dans les diapos que je vais vous montrer là tout à l'heure, on va parler de nos résultats. Alors première chose, c'est l'analyse historique. On se place donc sur une échelle de plus de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans et même plus. Et on regarde ce qui s'est passé pour nous en milieu insulaire caribéen. Donc c'est toujours par là. Excusez-moi. Alors ici, pour ne pas trop charger, pour expliquer rapidement, en 2012, on s'est réunis avec des météorologues
sur le campus de Mona en Jamaïque, et on a rassemblé l'ensemble des Caribéens pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe en termes de température et de précipitation, et pour répondre à des problématiques du GIEC. Et donc en fait, on sait déjà, sur toute la Caraïbe, puisqu'il nous faut prendre une grande échelle, et non pas que l'échelle locale, qu'on aura une augmentation des températures, c'est clair et net. On a surtout une augmentation des températures nocturnes. Ça veut dire qu'en fait, l'amplitude thermique va diminuer. Et quand vous allez rentrer chez vous, le confort thermique que vous attendez de la nuit, puisque il fait moins chaud la nuit, il devrait faire moins chaud, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que les températures ne vont pas redescendre, on va dire comme avant. Après, maintenant, ici, on peut se poser la question sur les températures de surface de la mer aussi, parce que on sait que l'eau marine a une grosse capacité thermique, donc ça donne une inertie au climat et on ne peut pas découpler, je dirais, les océans de l'atmosphère. Tout ça, ça rentre dans la machine climatique. Et ici, qu'est-ce que j'ai représenté? J'ai représenté ici là, sur la verticale, donc on est ici là en longitude, et cette verticale représente la Guadeloupe. Donc de ce côté-là, ici et sur cet axe-là, c'est le temps qui défile, des années 1985 aux années 2015. Et ça, on a publié ça en 2020. Et on mesure la température de la surface de la mer. Et là, ici, on voit ce qu'on appelle l'isotherme à 27 degrés. Et en fait, on constate donc qu'il y a bien un réchauffement à l'intérieur de la mer des Caraïbes et qui se propage de l'autre côté dans l'océan Atlantique. Donc, température de l'atmosphère, température de la mer, on est sûr. Et donc, ici, on va parler des impacts sur la biodiversité. On va parler des impacts sur le secteur de la pêche, avec la baisse des ressources halieutiques. Et puis, on peut continuer comme ça à parler de ces impacts-là. Donc, on va attendre peut-être un peu quelques années, mais c'est sûr, le signal de réchauffement de l'atmosphère et le signal de réchauffement des océans est très 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 clair. Bon, après on passe à la suivante. Alors maintenant ici, j'explique cette diapo-là rapidement. Du côté droit, on voit donc une tendance à la baisse des précipitations dans une saison particulière qui est la saison de janvier, février, mars. Alors ici, j'ai remontré ici ce qu'on appelle un signal sur tout l'arc caribéen. Et là, de ce côté-là, vous avez donc une évolution temporelle où à chaque fois, en fait, quand on est dans la couleur bleue, on a une diminution annuelle des précipitations et on voit que le signal spatial général sur les Antilles, normalement, ça devrait être un peu plus rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez rouge, moi je ne vois pas rouge, mais je vois ici le bleu et un peu moins le rosâtre ici de ce côté-là. On constate donc que depuis 1963 à 2023, et pour la climatologie de 91 à 2020, il y a bien donc une diminution des précipitations pendant la saison, ce que nous on appelle ici, moi je l'appelle la saison sèche. Les catholiques l'appellent le carême, mais c'est donc janvier, février, mars, et aussi c'est la période où on a notre plus grosse activité touristique. Alors maintenant, on était à l'échelle mensuelle sur plusieurs années, donc là ça fait 60 ans. Maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des extrêmes, donc au quotidien, chaque jour. Et j'ai ploté ici sur la carte de la Guadeloupe l'ensemble des impacts avec des précipitations supérieures quotidiennes, donc par jour, de 100 mm, c'est-à-dire 100 litres d'eau au mètre carré. Et donc on voit bien évidemment sur la période 2010, je suis en train de refaire ça ces jours-ci, on voit bien la répartition qu'on connaît du château d'eau du sud Basse-Terre, et on voit que ces impacts en fait ils sont assez nombreux. Et donc en fait les possibilités ou je dirais les conséquences, c'est évidemment une évolution des extrêmes, des inondations plus fréquentes, et puis ce qui nous touche tous les jours maintenant, c'est les variations, alors il manque le R là, de la ressource en eau. Après je continue. Maintenant, troisième paramètre
c'est les vents. Alors pourquoi je l'ai rajouté? Parce que un matin, on s'est réveillé et puis on nous a dit il y aura une baisse de la production énergétique parce qu'il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil. Vous avez entendu ça pour EDF? Voilà, exactement. Alors donc en fait, je me suis dit on va tracer de nouveau pendant ce qu'on appelle le régime saisonnier des pluies. Donc en bleu, vous avez la moyenne. Et puis là, c'est les mois, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. De ce côté-là, c'est une coupe qui passe par la Dominique. Donc de ce côté-là, on est dans l'océan Atlantique et de ce côté-là, on est dans la mer des Caraïbes. Et on constate que bien évidemment, le régime le plus bas, c'est en septembre, octobre, novembre. Alors lorsqu'on fait de la production éolienne, le problème qui peut se poser, si on a une modification du régime de vent, on aura un gros problème sur ce qu'on appelle la production d'énergie. OK. Alors après, de l'autre côté, j'ai tracé cette évolution par territoire insulaire des petites Antilles, excusez-moi, donc Guadeloupe, Dominique, Martinique et ainsi de suite. Et donc en fait, notre première analyse, c'est qu'il n'y aura pas trop de modifications en saison sèche, mais il y aura un affaiblissement ici du régime des vents en saison pluvieuse, donc en septembre, octobre et novembre. Donc ça veut dire qu'il y aura des impacts sur la convection nuageuse, il y aura des impacts sur le transport d'humidité, sur les pluies, sur le cyclone et puis bien évidemment sur les sécheresses. On continue. Deuxième question, maintenant on parle des projections climatiques pour nos territoires, donc on est dans le futur, on se projette. On se projette en rajoutant le scénario qui est le plus pessimiste, qui est le scénario 8.5. Et quand on rajoute ce scénario-là au modèle, je dirais, français du calcul en fait du changement climatique, qui s'appelle en fait ARPEG, excusez-moi. Et donc en fait, ce qu'on a fait comme, je dirais, comme innovation, c'est qu'on a modifié en fait le pôle. Donc, sur le modèle ARPEG ici, la problématique qui se pose pour nous, c'est qu'on est un tout petit territoire et le modèle, en fait, a des mailles qui fait 40 km. Lorsqu'on prend 40 km pour la Guadeloupe, on l'a déjà complètement absorbé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a changé? On a demandé donc au centre météorologique, au CNRM national, de changer le pôle qui se trouvait donc sur l'hexagone et de le ramener plus vers nos territoires et de faire les calculs en projection sur 2031-2080 et puis bien évidemment en tunant le modèle par rapport aux années 1965 et 2013. Donc les trois objectifs sont là, c'est améliorer la représentation, avoir des choses qui soient compréhensibles par nous tous et à nos échelles, et puis après faire rentrer le rôle significatif de la montagne et donc du grenier à eau qu'on connaît sur le sud-ouest. Alors, après, en termes de résultats, pour ne pas perdre de temps, donc pour les précipitations, on est plutôt à une diminution des précipitations attendues, une augmentation de la température, une augmentation des phénomènes de houle et de hauteur de vagues, et pour les cyclones, un déplacement des cyclones vers le nord. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Et ça veut dire que ça va plus vite. On prévoyait ça dans les années 2040, 2050, mais c'est déjà le cas. Et on aura aussi des systèmes qui peuvent être plus intenses. Alors heureusement, pour l'instant, on croise les doigts. Mme Bonine l'a dit tout à l'heure. On n'a pas encore été impacté. L'an dernier, en juillet, il y avait déjà un cyclone assez intense qui a impacté le sud des Antilles, mais pour nous, pour l'instant, ça va. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, on a dressé l'ensemble, je dirais, des analyses historiques, de cette analyse approfondie. On n'a plus le problème des climato-sceptiques qui disaient « ouais, mais de toute façon, c'est pas très grave, c'est pas beaucoup, etc. » On a fait l'analyse approfondie à notre échelle et on peut se poser la question, on va ouvrir les portes et regarder qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'adaptation. Alors nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est on est en train de travailler sur l'identification des îlots de chaleur urbains.
Vous avez vu tout à l'heure sur l'urbanisation, on est passé à plus 500%. Là, on voit en fait une carte des 3 territoires, BMAO, les Abîmes, le Gosier et Pointe-à-Pitre. Et par l'intermédiaire des images de satellites, on est en capacité de reconstruire les températures du sol, et en particulier la nuit, parce que tout à l'heure, j'avais dit que la nuit, en fait, ces températures en fait, ne redescendaient pas à des valeurs connues. Et donc, ça veut dire que cet îlot de chaleur urbain, par l'urbanisation, par cette anthropisation, il faut le caractériser dans un milieu tropical, parce que dans un milieu tropical, sur une augmentation de 1 ou 2 degrés, les gens, quand je suis en conférence, les gens me disent « mais de toute façon, c'est pas très grave, on va mettre la clim, on va mettre les ventilateurs ». Mais en fait, on aggrave les choses. Alors, comme outil encore, on utilise des indices d'humidité qui peuvent servir bien évidemment sur les couvertures, pour l'agriculture, pour tous les systèmes en fait socio-économiques type agriculture, etc. Et de façon à, je dirais, quantifier les impacts. Après, maintenant, on est en train de travailler aussi avec des exemples concernant des survols de la ville de Pointe-à-Pitre, des survols de la mangrove avec des drones. Pourquoi ? Parce que ce matin, on en a un peu parlé avec le projet du collègue Soubdan, là, avec Bpostdom. On veut aller vers des bâtiments responsables. Et aller vers des bâtiments responsables, c'est déjà cartographier ici ce qui se passe en ville. Alors là, il est 4 heures du matin, on est du côté de la rue d'Henry, là, en face de l'hôtel de ville, près du centre des arts. Et on remarque ici, avec la caméra thermique et avec le drone, toutes les toitures qui sont bleues, là, en tôle, le bitume qui reste bien rouge, la végétation, en fait, qui, je dirais, module un peu ces différences de température. Et ici, sur la mangrove, on est sur le pont de l'Alliance. On voit que le bitume a à peu près la même température que l'écosystème. Et on voit la rivière salée ici, qui est bien chaude. Et puis, on voit de ce côté-là la piste d'atterrissage de l'aéroport. Alors après, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on pense qu'il peut y avoir des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Je pense que c'est la suite. Et notamment la préservation de cet écosystème mangrove et la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Et puis après, on veut aussi travailler sur les problématiques de la soutenabilité des ressources, la problématique de l'eau et la problématique de l'électricité. Parce que on peut se trouver dans des situations liées au changement climatique où en fait les ressources en énergie renouvelable ne pourront pas être utilisées vis-à-vis du solaire ou vis-à-vis du vent. Alors pourquoi je parle du solaire ? Parce qu'on a des brumes d'aérosol, on est d'accord, qui vont modifier en fait le rendement des panneaux solaires, et vis-à-vis du vent, parce qu'on peut se retrouver dans ce qu'on appelle des pannes d'alizé, qui peuvent être beaucoup plus fréquentes. Je pense que ça doit être la dernière. Donc le tableau ici n'est pas un tableau pessimiste. Au contraire, je pense que je suis un optimiste pragmatique. Et donc en fait, il nous faut bien évidemment accompagner cette adaptation. Il faut produire des connaissances, il faut créer des socles communs. À l'université, nous avons déjà créé un master risque et environnement. Et on continue dans ce domaine-là, de façon, je dirais, à intégrer des enjeux environnementaux et à éclairer ceux qui veulent faire de l'innovation et à éclairer les Guadeloupéens. Merci.